Bonjour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Elisabeth Guillot. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Guillot, je suis autrice indépendante des romans fantastiques, dystopiques et aussi d'autres genres dont je n'ai pas encore franchi l'étape de la publication, mais qui sont dans les starting blocks. Alors, j'ai publié jusqu'à présent 5 livres, une trilogie qui s'appelle Les Réveils et une duologie, ce sont des one-shots, mais on peut les lire aussi en duologie, qui s'appelle Les Pactes des âmes. Et bientôt, donc dans à peu près 2 mois, il y a ma première dystopie qui va être publiée, qui s'appelle Projet Idéaliste. Qui vous a inspiré à devenir écrivain? Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré pour devenir écrivain? En fait, je pense que j'ai toujours été écrivaine parce que, bon, je commence par là, j'ai une particularité, c'est-à-dire que je suis autiste Asperger. Et quand j'étais enfant, je ne parlais pas, ou en tout cas pas suffisamment, pas beaucoup. Et toutes mes émotions, dont je n'arrivais pas à mettre des mots verbaux dessus, passaient très bien à l'écrit. Et je pense que j'ai commencé à écrire comme ça. D'abord mes sentiments, mes émotions, ce que j'ai remarqué autour de moi. Et ensuite, j'ai des fils en aiguille, ça s'est transformé dans des histoires que j'ai conçues des A à Z avec des personnages, avec des questionnements sur les mondes que j'ai observés, que je ne comprenais pas forcément. Donc voilà, donc on va dire que mes premiers vrais écrits romanesques appartiennent à la primaire. Et mon tout premier livre, que je n'ai jamais publié, évidemment, je l'ai fini à 15 ans. Quel est le thème principal dans vos écrits? Il n'y a pas un thème dans mes écrits. Il y a plusieurs thèmes, toujours plusieurs thèmes, parce que en fait, je suis infirmière en psychiatrie et pédopsychiatrie de formation, et donc je me sers du fantastique pour aborder des sujets qui sont difficiles à aborder dans la vie de tous les jours, et c'est par n'importe qui, pas forcément des adolescents, n'importe qui. Donc je peux très bien parler, par exemple, dans ma trilogie Les Réveils, je vais aborder des sujets comme la parentalité toxique, je vais aborder l'homosexualité, je vais aborder la fin des vies, l'harcèlement scolaire, les tentatives de suicide. Donc, mes personnages, ils ont tous une vie très complète. En tout cas, vous la retrouverez très complète dans mes écrits. Et de ces faits, ils ont toujours chacun une expérience à vous apporter par laquelle je vais aborder des thèmes, justement. Donc, il n'y a pas forcément un thème. Il y a un genre qui est prédominant, c'est celui du fantastique, de l'urban fantasy notamment, mais pas un thème. Avez-vous une routine d'écriture? Alors, routine particulière, je n'en ai pas. Par contre, des exigences pour écrire, j'en ai. C'est-à-dire que je peux écrire n'importe où et n'importe comment à partir du moment où je suis toute seule et qu'il y a du silence. Ce sont les 2 conditions vraiment indispensables pour que je puisse écrire. Comment choisissez-vous vos personnages? Mes personnages, je ne les choisis pas en fait. Ce sont des personnes, et ça va vous surprendre, qui existent dans la vraie vie. C'est-à-dire que c'est, encore une fois, comme dans mes écrits, j'ai énormément de références à ce que j'observe tous les jours autour de moi. Mes personnages font partie de ces personnes que je connais. Alors évidemment, il n'y a pas le même prénom, ni le même physique, mais leur caractère, ce sont des personnes que je connais autour de moi. Donc oui, ils sont basés sur des personnes réelles et je ne les choisis pas. C'est eux qui s'invitent tout naturellement dans mes écrits parce que ça correspond très bien à une situation ou à une histoire. Quelle est la plus grande difficulté? Alors, grande difficulté comme écrivain, je peux pas dire que j'ai retrouvé dans mon parcours des difficultés. Peut-être celle de franchir les tout premiers pas pour publier, parce qu'on sait tous que lorsqu'on publie un livre, même si c'est du fantastique, on y laisse tous une partie de nous-mêmes. Donc je devais être prête vraiment à vous délivrer, à délivrer à mes lecteurs celle que j'étais et ce que j'ai à l'intérieur. Et peut-être que j'ai mis du temps à publier justement pour ça, parce que je me sentais pas prête à partager avec les autres mes émotions. Mais voilà, je ne trouve pas que ça soit une difficulté, c'est plutôt une appréhension. Les œuvres littéraires qui vous ont le plus influencé? Donc des œuvres littéraires qui m'ont inspirée, en fait j'ai lu tellement des choses différentes, et ça depuis ma plus tendre enfance, parce que j'ai commencé à lire à 3 ans, que en fait je ne pourrais pas vous dire quelles œuvres m'ont influencé plus que d'autres. Par contre, je pourrais vous dire qu'il y a des auteurs qui m'ont vraiment
transformé, ou en tout cas qui m'ont vraiment donné un autre aspect de la littérature qui peut-être se reflète dans mes œuvres aujourd'hui. Donc vous avez Anne Rice, vous avez Bram Stoker, vous avez Carlos Ruiz Zafón et enfin Stephenie Meyer ou je sais pas, tout ce qui est Jane Austen, littérature anglaise, voilà. Ce sont Margaret Atwood aussi, énormément. Donc voilà, ce sont des lectures qui m'ont impacté et je pense qu'à partir de ce moment-là, ça m'a inspiré aussi pour mes histoires. Ça m'a donné en tout cas matière à réfléchir pour vous donner des histoires nouvelles. Comment faites-vous pour maintenir la motivation? Waouh, la motivation, surtout me concernant, parce qu'en fait, bon, j'ai une vie très très complète. J'ai travaillé à côté comme préparatrice en pharmacie. J'ai 3 enfants et également j'ai des problèmes de santé. Donc en fait, je suis souvent très très fatiguée. La motivation est difficile à trouver. Alors où je la trouve? Eh ben c'est simple. En fait, quand je reçois les retours des lecteurs qui sont ravis d'avoir lu mon histoire, qui me disent mais c'est génial, à quand la prochaine, ou quand ils viennent me voir en salon, tout particulièrement pour avoir les derniers livres, ou tout simplement pour me dire bonjour parce qu'on se connaît, c'est là c'est ma motivation, c'est ça en fait. Préférez-vous planifier? Alors, je suis une autrice jardinière, c'est-à-dire que je n'ai planifié rien à l'avance. C'est pour vous dire que même dans mes histoires, les fins que je prévois, c'est jamais celles que j'écris finalement. Donc, en fait, je prévois rien à l'avance. J'ai une idée d'histoire, je sais à peu près qu'est-ce que je veux transmettre, mais les déroulés de l'histoire, c'est fait à fur et à mesure, je n'anticipe rien. Comment réagissez-vous face aux critiques? Alors, j'ai énormément de chance parce qu'en 4 ans de publication, je n'ai pas encore eu des critiques négatives sur mon travail. Ou en tout cas, pas des critiques à me dire j'ai pas aimé, par exemple. Non. Donc, je ne peux pas répondre franchement à cette question. Par contre, si quelqu'un m'a fait un retour un peu mitigé de me dire j'ai aimé, mais par exemple pour les pactes des âmes, cette côté biblique, ça m'a perturbée parce que je suis croyante et du coup ça a un peu choqué mes principes, chose que j'entends très bien. Là, ça m'a motivée. En fait, j'ai bien pris la chose parce que en fait, ça m'a motivée pour dans les 2e tomes mettre un avertissement pour les personnes qui sont pratiquantes, c'est-à-dire attention, cette histoire peut chambouler vos croyances. En tout cas, ça peut vous toucher à ce niveau-là. Donc, je pense qu'à partir du moment où la critique ou le retour est constructif, je le prends très bien. Quel rôle pensez-vous que la recherche joue dans l'écriture? La recherche est très importante, c'est-à-dire que autant je ne planifie rien, autant quand j'ai une idée en tête, par exemple, encore une fois, le pacte des âmes, il y a toute une base biblique. J'ai fait énormément de recherches avant chaque chapitre, parce que bon, dans les chapitres, je sais à peu près ce qui va se passer. Et du coup, j'ai acheté pas moins de 6 livres différents, donc des traités des anges, des monologies, des études bibliques, parce que pour moi, c'est même dans les fantastiques, il faut être quand même un minimum crédible. Et ça passe par la recherche. On peut inventer beaucoup de choses, mais il faut quand même qu'il y ait une base, je pense, et encore une fois, même dans les fantastiques, ou surtout dans les fantastiques, sinon on ne peut pas accrocher les gens, il faut quand même qu'il y ait une base qui existe. Que ce soit mythologique ou que ce soit... on va dire romancé, peu importe, il faut quand même qu'on s'appuie sur quelque chose. Avez-vous un mentor? Alors non, je n'ai pas de mentor qui m'ont guidée dans mon parcours d'écriture ou de devenir autrice, absolument pas. Par contre, dans mon chemin, j'ai rencontré beaucoup d'auteurs et d'autrices qui, eux, par leur expérience, j'ai appris beaucoup. Mais je ne peux pas parler des guides ou des mentors. Et d'ailleurs, c'est une idée qui ne me plaît pas beaucoup, parce que je me demande à partir de ce moment-là quelle partie de l'auteur nous sommes en train de, entre guillemets, corrompre avec notre guidance et qu'est-ce qu'il reste finalement à l'auteur pour transmettre. Donc je pense que apprendre de l'expérience des autres, oui. Avoir quelqu'un qui me guide, non. Combien de livres avez-vous écrit?
J'ai écrit 5 livres et le 6e est en cours de correction, donc il sort prochainement. Quelle est la scène dont vous êtes le plus fier? Alors, la scène ou les chapitres, sans vouloir vous spoiler, évidemment, on va dire que la plus forte, pour moi en tout cas, c'est la fin, donc je ne peux pas vous dire ce qui se passe, c'est la fin du volume 1 de Le Pacte des âmes. Parce qu'en fait, c'est un moment tellement fort que même en le relisant aujourd'hui, c'est-à-dire ça va faire un an, non, ça fait déjà un an, là, en janvier, que Le Pacte est sorti. Et en la relisant aujourd'hui, j'ai encore la même émotion et je verse encore les mêmes larmes. Donc je pense que c'est quand on connaît les parcours du personnage, et qu'on en arrive là, on peut être que touché. Et à chaque fois que je les lis, je me dis oui, c'était la bonne fin. Et en plus, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Donc oui, ça me chamboule tout autant. Comment abordez-vous le processus de révision? Le processus de révision, c'est un processus que je déteste déjà, parce que je déteste me lire. Voilà, ça peut être paradoxal, mais quand j'ai publié un livre, quand il est fini, quand je sais qu'il est OK, qu'il y a la correctrice qui est passée dessus, la maquette, tout ça, je les lis jamais. En fait, donc les processus de relecture du premier jet, de réécriture, ce sont pour moi des processus assez douloureux parce que en fait, j'ai peur de l'idée fausse ou vraie, peu importe, que ce que je fais, ce n'est jamais assez bon. Donc c'est assez douloureux. Comment je l'ai fait? Je l'ai fait comme tout le monde. Je pense que je l'aborde. Donc j'ai fait mon premier jet, ensuite une relecture avec réécriture. Ensuite ça part en correction. Ça revient une première fois. J'ai refait la même chose, c'est-à-dire relecture, réécriture s'il y a besoin et correction de ce qui a été trouvé. Et ensuite, voilà, ensuite c'est fini. Que pensez-vous de l'impact de la technologie? Alors, si par technologie on entend les livres numériques et audio, je trouve ça très très bien. Parce que les livres numériques, non seulement ils ont permis à ceux qui ne lisent pas forcément en papier pour diverses raisons, hein. Ça peut être parce que la personne est dyslexique ou parce que la personne a des problèmes de vue et que c'est trop petit et du coup sont une lisseuse, ils ont la possibilité de l'augmenter, de mettre de la lumière, tout ça, ça a permis l'accès à la lecture. Également les livres audio, donc quand vous allez en voiture, quand vous n'avez pas forcément le temps de lire et que vous mettez un livre audio pendant que vous faites votre tâche, votre travail, ou vous allez en voiture, c'est génial. Moi je trouve ça génial. Si par technologie on entend l'intelligence artificielle, alors dans l'écriture ça n'a pas sa place. Pour moi ça n'a absolument pas sa place. La création littéraire doit rester 100% humaine. Dans tout ce qui est graphisme et tout ça, c'est délicat. C'est très délicat parce que je conçois qu'il y a les métiers des graphistes et illustrateurs et tout ça qui est atteint. Mais d'un autre côté, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une législation qui encadre davantage cette technologie d'intelligence artificielle, ce qui n'est pas fait aujourd'hui, pour que chacun trouve son intérêt, tout simplement. Et à partir du principe où les deux parties sont claires, c'est-à-dire que l'auteur n'aimant pas et informe que dans sa couverture peut y avoir un peu, je dis un peu, pas toute, mais un peu d'intelligence artificielle, et que les lecteurs, quand il achète le livre, sait ce qu'il achète, je vois pas forcément les mal non plus. Mais c'est la seule condition. Vraiment, c'est la condition sine qua non. C'est-à-dire que les deux parties sont au courant et pour moi, il manque fortement une législation. Quelle émotion pensez-vous susciter chez vos lecteurs? Quelles émotions? Toutes en fait, toutes. Je souhaite que mon lecteur y vive un ascenseur émotionnel en continu. Et d'ailleurs, c'est ce que je leur promets à chaque fois. Et quand j'écris, c'est ce que je recherche. Je veux que les lecteurs ne restent absolument pas indifférents et peu importe l'émotion qu'ils ressentent. Que ce soit de la tristesse, de la colère, de la peur, de la surprise, peu importe. Ce que je veux, c'est qu'ils soient vivants. Que quand il ait mon livre dans les mains, il soit vivant. Donc, toutes les émotions sont les bienvenues à partir du moment où mon lecteur les vit de façon
on va dire, agréable, peut-être pas, parce que la peur et tout ça, c'est peut-être pas agréable, mais qu'il les vit intensément. Avez-vous des projets futurs dont vous aimeriez parler? Donc, pour des projets d'écriture futurs, à part Projet Idéaliste, qui au début devait être un one-shot et finalement ça sera une saga, j'ai dans les tiroirs, donc je suis en train d'écrire, dans des genres complètement différents, Bulle de savon. Bulle de savon, c'est un parcours gai, très joyeux, un peu comme moi, du diagnostic féminin autiste, parce qu'en fait les parcours est difficile pour les femmes et je voulais sur un point de vue autobiographique apporter ça. Et ensuite j'ai Naître femme qui est un roman moderne, on va dire, avec une pointe de féminisme, parce que ce sont des portraits des femmes qui sont liées les unes aux autres à des époques très différentes et à des milieux très différents, et qui veulent aussi porter un message, un constat déjà d'une époque, d'un lieu et d'un système, et ensuite un message voilà, allons-y, on peut encore continuer à se battre. C'est mon côté féministe. Comment gérez-vous le blocage? Les blocages d'écrivains, oui, ça m'arrive comme à tous les écrivains, je pense. Alors comment je les gère? En fait, je les gère pas, j'attends. Je ne mets même pas la pression. Avant, je me mettais la pression et je me sentais même coupable quand je n'écrivais pas tous les jours. Maintenant, je me dis que si c'est pour m'asseoir et écrire quelque chose qui va être effacé parce que ça ne me plaira pas, ça ne sert à rien. Donc, j'attends. Je sais qu'il est en moi. Je suis autrice. C'est comme ça. C'est depuis toujours. L'écriture fait partie de ma vie, comme je vous ai expliqué. Ça fait partie de mon handicap et de ma façon de communiquer. Donc, c'est pas quelque chose qui va partir. Donc, je me fais confiance et j'attends. Quelle est votre vision sur l'évolution de l'écriture dans les prochaines décennies? Alors, l'évolution de la littérature dans les prochaines décennies me fait un peu peur. Je vous cache pas que ça me fait un petit peu peur. Pourquoi? Parce que je trouve qu'on tombe de plus en plus dans ce que j'appelle la littérature de consommation. On prend un livre, on les lit, et hop, c'est un objet de consommation, on les jette. Vous avez peut-être remarqué aussi l'évolution du livre, c'est-à-dire que ce n'est plus un conglomérat de pages avec une couverture et voilà, non. Maintenant, on passe à des dorures, des jaspages. Il faut que ça soit un objet beau pour qu'il soit acheté. Donc forcément, on rentre dans un système de consommation et de la consommation rapide, comme l'être humain aujourd'hui fait avec tout, en fait. Sauf que là, on parle des cultures. Et ça me fait un peu peur, parce que les nouvelles générations, ils partent, ne serait-ce qu'avec les mangas, qui se lisent très vite, ils partent dans cette idée de, voilà, un livre, il faut que ça soit rapide, il faut que ça soit vite. Et après, on range. Et ça produit des histoires un peu bateau, j'ai envie de vous dire, dans certaines sagas, dans certains auteurs très, 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 très connus, notamment aux États-Unis, où c'est le même mécanisme tout le temps. C'est-à-dire, on prend les mêmes tropes, les mêmes personnages, et on refait la même histoire à l'infini, on change les lieux, on change un peu les caractères, mais voilà. Et j'ai peur de cette dérive-là. Après, je pense qu'il y aura toujours des auteurs vrais, dans l'essence authentique, et qui vont continuer à s'attacher à leur façon d'écrire, et c'est très très bien, parce que c'est ça dont on a besoin aussi. Quel conseil donneriez-vous à un jeune? Alors, mon conseil aux jeunes, vous voulez écrire, écrivez. Ne vous arrêtez pas, ne vous freinez pas et ne vous cherchez surtout pas des excuses. Pour écrire, un stylo et du papier, il suffit. Après, c'est votre volonté. Vous n'êtes pas prêt à les montrer, personne ne vous oblige à les faire. Vous n'êtes pas encore prêt à publier, encore moins. Ce n'est pas grave. L'écriture doit rester un plaisir. Donc, tentez le coup. Et si ça vous fait plaisir, peut-être que vous tenez là la nouvelle plume. On ne sait pas. Mais en tout cas, ne vous privez pas de ce plaisir-là, juste pour je n'arrive pas, j'arriverai pas, je suis pas assez bon, les gens vont pas aimer. Tout ça, c'est des excuses. Soyez vous-même et allez-y, écrivez. Est-il un sujet dont vous aimeriez explorer? Alors non, je ne pense pas qu'il y ait un genre que j'aimerais explorer, que je n'ai pas encore exploré, parce que depuis mon enfance, j'ai écrit même de la poésie. Donc, bon, peut-être que les genres qui me paraissent un peu inaccessibles pour l'instant, c'est le théâtre. Mais je ne suis pas forcément attirée pour ces genres d'écriture, donc non, pas pour l'instant. Et pour ce qui est un sujet que je souhaite aborder, non, pas particulièrement non plus. Je pense que dans mes 5 livres publiés, il y a déjà énormément de sujets que j'ai abordés et je ne m'interdis aucun. Donc, pour l'instant, je ne vois pas.
Vos vécus sont-ils dans vos livres? Encore une fois, de par ma différence, comme je vous ai expliqué, mes écrits sont très, malgré les côtés fantastiques, ils sont très réalistes. Donc oui, forcément, dans mes écrits, dans mes histoires, il y a, si ce n'est pas forcément de l'autobiographie tout le temps, il y a des éléments réels qui sont dessus et qui ont façonné mon écriture, forcément. Pensez-vous que la littérature peut changer le monde? Donc oui, absolument. Je pense que la plume d'un auteur, son livre, une autrice, peu importe, peut changer le monde. Parce qu'à partir du moment où vous changez avec votre écrit quelqu'un, que vous les touchez et que vous changez sa façon de voir quelque chose, vous êtes déjà en train de changer le monde. Et je dirais, est-ce qu'on a une responsabilité? Oui. Oui. Je pense que l'écrivain doit être conscient, justement, que son livre, peu importe, même du fantastique, encore une fois, peut toucher quelqu'un et de ces faits, nous sommes responsables de ce qu'on écrit. Donc, on doit avoir quand même ça bien en tête parce qu'on peut faire énormément de bien, mais on peut aussi faire énormément du tort. Quelle est la profondeur psychologique de vos personnages? Alors, l'exploration psychologique de mes personnages, c'est très simple. Ça vient déjà, comme je vous ai dit, de mon métier d'infirmière psy, mais ça vient aussi de ma différence. Elle est extrêmement riche. Elle est très très riche et très construite. C'est-à-dire que chacun de mes personnages a une profondeur psychologique qui est très importante. Je la travaille pas forcément, c'est-à-dire que ce sont des radiographies, des photographies, si vous préférez, des personnes que je connais. Donc du coup, il n'y a pas vraiment un travail dessus ou quoi. Je ne fais que transmettre, mais ils sont très très riches et complexes. Comment abordez-vous la question de diversité et de représentation? Pour ce qui est de la diversité, je ne me pose pas la question en amont, encore une fois. J'ai par exemple dans les réveils un couple gay adulte. Voilà, c'est venu comme ça. C'est l'histoire les demandait quelque part, donc ils sont arrivés. Mais je ne me dis pas dans mes livres il faut qu'il y ait une égalité des sexes, il faut qu'il y ait la représentation d'une sexualité particulière ou d'une ethnie particulière. Pas du tout, pas du tout. Ça vient ou ça vient pas. Il y a certains personnages pour qui c'est une évidence et d'autres non. Avez-vous envisagé d'écrire dans un genre radicalement différent? Alors justement, la dystopie que je suis en train d'écrire aujourd'hui, elle a été difficile à écrire. Donc c'est un genre que je n'avais pas encore abordé et je ne pensais pas que ça serait un exercice aussi différent de mon écriture normale, on va dire, parce qu'en fait, il n'y a pas de surnaturel ou quoi, mais ça m'oblige à me projeter dans un avenir, et pour quelqu'un d'autiste, c'est difficile comme exercice de se projeter dans quelque chose qui n'existe pas. Estimez-vous que vos écrits sont influencés par les éléments sociopolitiques? Alors, mes écrits sont forcément touchés par l'actualité sociopolitique, parce qu'encore une fois, je prends beaucoup de ce que j'observe autour de moi. Donc oui, dans mes écrits, vous trouverez forcément des problématiques qui sont actuelles et que je retrace. Par contre, pour trouver un équilibre entre les deux, je dirais que je ne les cherche pas. C'est-à-dire que l'équilibre arrive toute seule parce que, encore une fois, quand j'écris, il faut que ça me parle et qu'en même temps, ça me laisse la liberté d'imaginer. Donc, l'équilibre s'est fait toute seule. Il y a une caractéristique dans mes livres, c'est que en fait, les messages que je transmets et les processus d'écriture correspondent toujours à ma façon de penser et de voir le monde. Donc, je ne suis pas confrontée à un conflit avec ce qui m'entoure. Je reste toujours moi-même dans mes écrits et je n'aborde pas des problématiques qui me sont étrangères et que je ne pourrais pas transmettre. J'ai vraiment un souci de crédibilité et du coup, je n'aborderai pas des sujets sociopolitiques que je ne maîtrise pas, par exemple, si ça peut donner l'impression que c'est faux ce que j'écris. Vos œuvres abordent-ils des sujets qui vous mettent mal à l'aise? Alors non, mes livres n'abordent pas des thématiques qui me mettent mal à l'aise, absolument pas. Je suis très à l'aise avec toutes les problématiques qui abordent ma narration. Et mon écriture, d'ailleurs,
on les ressent quand on lit mes livres, je suis à l'aise parce que je suis quelqu'un qui n'a pas de tabou. Je parle de tout. Et aujourd'hui, dans ce monde, il y a très peu de choses qui me heurtent, à part tout ce qui est criminalité ou déviance humaine, maltraitance sur mineurs, des choses comme ça. Ça, oui, ça va être peut-être quelque chose que si je dois l'écrire un jour, va être difficile. Parce que je l'ai observé dans mon travail et parce que à niveau d'expérience personnelle, il y a certaines choses de mon vécu, mais ça ne m'empêchera pas pour autant de les faire. Je vais juste essayer de rester le plus authentique possible, tout en me préservant de ne pas non plus rentrer dans quelque chose de trop personnel. Quelle est votre approche à la notion de la vérité ? Encore une fois, pour moi, la notion de vérité, elle est vraiment importante. Même dans les fantastiques, même dans des personnages qui peuvent être perçus comme controverses dans mes livres, il faut qu'il y ait cette notion de vérité. Il faut que le lecteur, quand il est en train de connaître ce personnage en particulier, se dise, oui, il est comme ça et c'est possible. Donc, dans des sujets controversés, c'est vrai que c'est peut-être plus difficile. Quand je parle par exemple des fins de vie ou des mariages forcés, ce sont des sujets qui sont controversés aujourd'hui et qui sont également difficiles à aborder pour certains. Mais il faut que ça soit authentique. Donc, je pense avoir réussi, je peux me tromper, mais je pense avoir réussi à trouver un équilibre entre vérité et cette pudeur qu'il faut pour que les lecteurs ne se sentent pas agressés par ces sujets. Quelle est votre particularité ? Alors, ma particularité en tant qu'autrice, c'est que j'écris en double narration. La double narration, ce n'est pas une scène vue de deux points de vue. Non, c'est que pendant tous les livres, vous allez être dans deux personnages différents. Ça va vous donner une vision très complète de ce qui se passe, surtout quand c'est du fantastique et du surnaturel. Et moi, ça va me permettre d'explorer de deux points de vue, même des deux émotions complètement opposées, une problématique commune au personnage. Alors ça, c'est ma voix narrative, ma particularité, et en fait, ça exige donc une première personne, souvent au passé, parce que j'ai du mal avec les présents, tout simplement déjà à les lire, donc j'ai du mal aussi un peu à l'écrire. Et parce que le passé me permet également d'explorer davantage les émotions des souvenirs. Et ça, pour moi, c'est important aussi. Êtes-vous conscient des tendances littéraires actuelles ? Alors, je suis consciente des tendances littéraires actuelles. Je vois très bien ce qui se vend les mieux. Donc, tout ce qui est feel good, romance, un peu rose praline, dark romance même. Mais quand j'écris, je ne me pose pas la question je vais écrire tel genre parce que c'est plus vendable. Non, je suis incapable de faire ça d'une part, et de deux, je pense que c'est contre nature de faire ça. Donc, j'écris. Si ça plaît, ça plaît. Si ce n'est pas dans l'air du temps, ce n'est pas dans l'air du temps. Mais dans l'air du temps, ça veut dire quoi ? Que c'est commercial ? Ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, l'écriture n'est pas aujourd'hui ma source de revenus principale. Et j'ai toujours souhaité que ça soit le cas, justement pour sauvegarder cette liberté-là, de ne pas avoir à me dire il faut que j'écrive telle chose pour faire des recettes pour pouvoir en vivre. Avez-vous déjà envisagé de collaborer ? Je vois qu'il existe évidemment de plus en plus des livres à 4 mains, même à 6 mains. Je ne pourrais pas faire ça. Sur une même histoire, non. Je pourrais faire un recueil, participer à un recueil avec une nouvelle ou une petite histoire. Oui, ça ne me pose pas de problème. Mais écrire une même histoire avec d'autres personnes, ce n'est pas possible. Pour moi, ce n'est pas possible. Tout simplement parce que mes histoires sont très ancrées en moi et sont vraiment, vraiment nourries de mon ressenti. Ça serait très difficile de trouver quelqu'un qui puisse avoir les mêmes ressentis, ou en tout cas dans la même ligne, et qui en plus puisse les transmettre avec, on va dire, mon style. Donc, je pense qu'à niveau de la lecture, ça se verrait trop et ça serait perturbant, et même pour moi, au niveau de l'écriture, je ne prendrais pas forcément du plaisir. Comment la notion de temporalité et de rythme
accrochait-elle dans vos récits? Pour ce qui est de temporalité et rythme, je m'impose ça vient toute seule, des chapitres qui sont courts, moyen courts, parce qu'en fait, je ne supporte pas les longs chapitres où je pense que nous perdons beaucoup des chapitres qui font 20 pages, 25 pages. Pour moi, ça n'apporte pas grand-chose. Et soit il se passe énormément de choses dedans et du coup, on n'a pas le temps de profiter d'une action qu'on est déjà dans l'autre, soit il y a beaucoup trop de descriptions et finalement on va noyer la personne dans des descriptions. Donc les rythmes pour moi doivent être légers, donc avec des chapitres plutôt courts. Et la temporalité également, je peux faire des flashbacks, il n'y a pas de problème, mais il faut quand même pour moi, que je reste dans le réel, dans l'actuel, dans les présents, même si j'écris au passé, dans quelque chose qui va attacher le lecteur, comme s'il avait en face de lui quelqu'un qui lui raconte une histoire. Donc ça se passe aujourd'hui, je te raconte une histoire, donc c'est pour ça que je parle au passé, mais je ne te fais pas voyager dans des temporalités différentes tous les 3 chapitres. Quelle est votre position sur l'auto-édition? Ma position sur l'auto-édition, c'est très clair, je suis auto-éditée. Par rapport à la littérature actuelle, je pense que chacun fait son choix, tout simplement. J'ai eu la possibilité de signer en maison d'édition, j'ai eu 2 propositions de contrats, mais ça ne me convenait absolument pas parce que les maisons d'édition qui m'ont proposé ce contrat, ils voulaient avoir un pouvoir décisif sur mon travail qui allait modifier la nature du même. Donc je me suis dit, à partir du moment où je vais accepter qu'on dénaturalise mon travail, ça ne sera plus mon travail. Donc, je me suis tournée vers l'auto-édition tout naturellement pour avoir cette liberté dont je profite encore aujourd'hui, au bout de 4 ans, et dont je suis très contente. C'est certain que ça demande beaucoup de travail, beaucoup plus que quand on est en maison d'édition, ça c'est un fait, et ça demande également de s'entourer des personnes, des professionnels, parce que moi je suis écrivaine, mais je ne suis pas correctrice, je ne suis pas maquettiste, je ne suis pas graphiste. Donc toutes ces personnes, il faut les trouver, il faut trouver la bonne personne. J'ai déjà eu affaire à mes débuts à une correctrice qui était pas compétente, et du coup mon premier livre a dû être revu et réédité par une nouvelle correctrice parce que ce n'était pas qualitativement, ce n'était pas suffisamment bien. Donc l'auto-édition comporte des risques financiers aussi, puisque ce sont mes deniers qui sont investis à chaque fois que je sors un livre. Donc je dois être sûre que ce qu'il va avoir derrière va servir au moins à rembourser. Ça demande une promotion du livre qui est encore une fois de mon ressort. Il n'y a pas une maison d'édition derrière moi qui va faire la promo de mon livre, c'est moi-même. Alors, qu'est-ce que j'en pense par rapport à la littérature classique? Je pense que c'est un choix qui doit être fait par l'auteur en connaissance des causes, c'est-à-dire si tu t'embarques dans l'auto-édition, tu sais à quoi tu t'attendre. J'ai fondé récemment avec 3 autres autrices une association qui s'appelle les Plumes indépendantes d'Occitanie, qui regroupe des auteurs indépendants non seulement d'Occitanie mais dans toute la France, et justement pour redorer les blasons de l'auto-édition qui est souvent très rabâchée par des fausses idées, comme quoi les auteurs d'auto-édition auraient été par dépit parce qu'ils n'ont pas été pris en maison d'édition et tout ça. Non. Détrompez-vous, il y a de plus en plus d'auteurs en auto-édition, donc c'est un choix. Je dirais aujourd'hui, il y a un quota bien de 90%, parce qu'ils souhaitent être libres et parce qu'ils souhaitent aussi être rémunérés comme il se doit. En maison d'édition, quand on voit les taux qu'on donne aux auteurs, 10% sur un livre, n'oublions pas que sans l'auteur, il n'y aurait pas de livre. Donc, donner à un auteur 1,50 € ou 1,80 € sur un livre qui coûte 18 € pour nourrir toutes les autres personnes de la chaîne, notamment la maison d'édition, non plus. Je ne suis pas pour. Je pense que les jours où une maison d'édition sera suffisamment cohérente avec les auteurs, là, je pourrais dire que financièrement, il y a un intérêt. Mais au jour d'aujourd'hui, non, il n'y en a pas.
pour ma part. Mais je peux concevoir que quelqu'un soit attiré par une maison d'édition parce que c'est plus confortable, ou même hybride, c'est-à-dire qu'il va sortir certains livres en maison d'édition, certains livres en auto-édition. Pourquoi pas? Après, les publics, avant, donc il y a 4 ans, ils étaient encore un peu sceptiques face à l'auto-édition. Aujourd'hui, en 4 ans, je vous parle de 4 ans parce que c'est la période depuis laquelle je publie, j'ai vu qu'il y a un réel changement et que beaucoup de lecteurs nous disent heureusement que l'auto-édition est là, ça me permet de découvrir des auteurs et des pépites qui ne seront pas maison d'édition, tout simplement parce que la maison d'édition, ne l'oublions pas, c'est une entreprise qui doit rapporter de l'argent. Donc on revient à la question précédente, à une des questions précédentes, il faut ça vendre. Et si vous ne rentrez pas dans ce qui est commercial, vous ne serez pas pris. Mais nous allons louper comme ça des vraies œuvres littéraires extrêmement riches et des grandes valeurs. Donc je pense que l'auto-édition, elle prend de plus en plus de place pour toutes ces raisons-là, et c'est une très bonne chose. Comment appréhendez-vous la question du plagiat? Alors, pour les plagiats, je suis vraiment ferme. Un auteur qui plagie un autre, ce n'est pas un auteur. Voilà, c'est un voleur et jamais ça ne sera un auteur. Impossible. Donc les plagiats est non seulement à bannir, mais pour moi c'est inconcevable qu'on puisse dire je suis auteur alors que j'ai copié des idées de quelqu'un. Et quand je parle des idées, c'est vraiment l'idée complète. C'est les persos, la situation, parfois même les dialogues. Ce n'est pas possible. Trouver de l'originalité, là c'est plus compliqué parce qu'on n'est pas dans un marché, je ne dirais pas qu'on est dans un marché qui est saturé, mais encore une fois, quand on rentre dans les tout commercial, évidemment, on prend les mêmes histoires et on les répète à l'infini. Donc c'est compliqué d'être original. Oui. J'ai plein, finalement, ces auteurs qui veulent à tout coup faire du genre littéraire une rentrée d'argent parce qu'ils sont obligés finalement de ne pas être trop original. C'est-à-dire que l'originalité dans une œuvre, elle peut être très bien accueillie et elle peut être aussi accueillie de façon beaucoup plus mitigée et provoquer des pertes financières. Donc, et puis les maisons d'édition ne prennent pas les risques de quelque chose de très original. Il y en a très peu qui prennent les risques. Donc je pense que le marché est saturé, des copies conformes ou presque de la même histoire à l'infini, et c'est dommage. D'où, heureusement, que l'auto-édition existe. Où on peut acheter vos livres? Vous pouvez trouver mes ouvrages partout, dans toutes les plateformes numériques, mais aussi en commande sur mon site web, donc www.elisabethguillot.com, ou sinon en commande directe dans mes réseaux en me contactant sur Instagram, Elisabeth Guillot auteur, ou Facebook. Vous pouvez me trouver aussi en salon, parce que je voyage beaucoup en France, en Belgique, en Luxembourg, et pour avoir toutes mes dates, donc c'est pareil, vous les trouverez déjà toutes affichées sur mon site web. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, les jeunes ordinaires. Je fais régulièrement des lives avec des auteurs et autres. Les auteurs, je vous conseille la page Facebook Les Alliés de l'Imaginaire. Cette page Facebook met en avant les auteurs de différents pays. Canada, France et autres. N'hésitez pas à les voir. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous aimez ce genre de contenu, il existe une playlist. Dites-moi en commentaire quel prochain écrivain voulez-vous que je fasse une interview avec lui ou elle. Sur ce, bonne soirée ou bonne journée.